Quand en 1963, Seijun Suzuki réalise Détective Bureau 2-3, il est déjà l'employé de longue date des studios Nikatsu. Il vient de terminer un film surprenant, Le Vagabond de Kanto, et prépare le tournage de Détective Bureau, adapté d'un roman policier de Haruhiko Oyabu. C'est Joe Shishido qui se voit confier le rôle principal, celui du détective Tajima, qu'on retrouvera ensuite dans d'autres aventures, en particulier La Jeunesse de la Bête. Même si Suzuki est considéré à l'époque comme un réalisateur confirmé, Détective Bureau 2-3 est un des premiers films dans lequel son style inimitable commence à s'exprimer. Comme dans beaucoup de films de genre japonais de l'époque, le scénario emprunte sa trame assez classique au film noir américain. Le détective privé Tajima, sorte de croisement entre James Bond et Philip Marlowe, parvient à démanteler à lui tout seul une puissante organisation criminelle, sauvant au passage une jeune femme retenue contre son gré par le chef du gang. Le pré-générique du film, sur fond de guerre des gangs dans la tradition de Scarface, semble donner le ton. Pourtant, bien vite, Suzuki opte pour un style volontairement déroutant, mélangeant parodie et gravité, chacune renforçant l'autre. Suzuki s'impose déjà comme un virtuose des contrastes, n'hésitant pas à juxtaposer dans les mêmes scènes des éléments hétéroclites tirés aussi bien du film de gangster que de la comédie musicale hollywoodienne. La musique joue d'ailleurs un rôle très important dans le film, comme dans presque tous ceux de Suzuki. Elle crée un climat, mais elle est aussi utilisée en contrepoint, comme dans la sidérante scène de boîte de nuit où Tajima scrute le visage de l'héroïne sur fond de twist agressif. Mais là où Suzuki impose définitivement son style, c'est dans le choix des couleurs et des cadrages, d'une sophistication uniquement comparable au film de Mario Bava. La lumière stylise chaque décor, transformant un simple appartement, un couloir de commissariat ou un garage en véritable scène baroque. Détective Bureau 2-3 est au premier abord un pur objet formel, visuellement somptueux. Mais à y regarder de plus près, on voit poindre dans le film certaines obsessions du réalisateur. Son goût de la provocation et de la dérision, une satire subtile de l'argent et de la télévision, en bref, un anticonformisme ravageur qui se radicalisera au fil des années, aux grandes dames des patrons très conservateurs de la Nikatsu. La Jeunesse de la Bête sort au Japon en 1963 et fait l'effet d'un coup de tonnerre. Suzuki s'était déjà illustré l'année précédente avec Détective Bureau 2-3, dans lequel il crée le personnage de Tajima, le détective campé par Joe Shishido. Mais loin de donner une suite conventionnelle aux précédentes aventures de Tajima, Suzuki préfère aller encore plus loin dans l'expérimentation. La complexité de l'intrigue du film, son invention plastique constante, sa poésie, annoncent une direction nouvelle que le cinéaste poursuivra au fil des années. On aurait bien du mal à résumer cette histoire, qui par certains aspects rappelle la trame des bas-fonds new-yorkais de Samuel Fuller. Tajima intègre un gang et provoque une guerre sanglante à l'intérieur du milieu. Alors que dans Détective Bureau 2-3, il était piégé par la pègre, cette fois-ci Tajima mène un double jeu dangereux qui fait basculer l'histoire policière dans l'apocalypse. Suzuki, qui a aussi tourné des films de guerre, applique certains de ses codes aux films de gangsters, en y ajoutant un style proche de l'avant-garde. La violence est sauvage, absurde, abstraite. Les décors sont stylisés à l'extrême, et le monde qu'il dépeint est hanté par la corruption et la débauche. C'est un tableau peu flatteur du Japon de l'époque, une réponse au film contemporain d'Akira Kurosawa qui abordait des sujets similaires. Il est intéressant de noter que Suzuki réalise le film au moment même où la nouvelle vague japonaise, conduite par Oshima et Imamura, explose sur les écrans. On peut déceler ainsi l'influence de Suzuki sur beaucoup de jeunes cinéastes japonais de l'époque. Avec son goût prononcé pour la provocation, l'imagerie sexuelle et la violence, Suzuki libérait à sa manière le cinéma japonais en brisant les tabous imposés par la censure. Il ouvrait la voie à des films plus permissifs et iconoclastes qui dépasseront le cadre du simple cinéma de genre. La Jeunesse de la Bête est le manifeste esthétique d'un cinéaste génial.
Rivalité entre clans, guerre des gangs, vengeance, tous les éléments des films de Suzuki sont une fois de plus réunis dans Les Fleurs et les Vagues, tourné en 1964. Pourtant, le cinéaste abandonne ici son registre iconoclaste pour livrer un film plus serein, d'une très grande subtilité, qui s'inscrit dans la lignée des Misumi, Katotai et même de Kurosawa. Les Fleurs et les Vagues est écrit par le décorateur Takeo Kimura, collaborateur de Suzuki sur presque tous ses films tournés à la Nikatsu. L'intrigue se concentre sur la fuite d'un jeune yakuza, Kikuji, traqué par la police et un mystérieux tueur à gages. On est ici dans la grande tradition du genre, et l'esprit feuilletonesque du récit de nos films sont cachés très particuliers. La reconstitution est soignée, les décors souvent somptueux, et la mise en scène de Suzuki plus retenue qu'à l'ordinaire. Mais cette retenue va de pair avec la tension du film, son suspense et sa violence parfois inattendue. Voir la séquence du passage à tabac de Kikuji par son patron, ou l'hallucinante bataille en plein air entre deux gangs rivaux. Les Fleurs et les Vagues ne reposent pas sur les effets de découpage heurté qui caractérisent habituellement le cinéma de Suzuki. Le réalisateur adopte ici un style très composé, inspiré du théâtre No, utilisant admirablement l'horizontalité des cadrages en cinémascope. On est d'emblée frappé par la fluidité des scènes, où un simple regard, un geste, organise à la fois le temps et l'espace. Les personnages voisinent parfois à l'intérieur du même plan, sans se voir. Apparence et faux semblants. Les Fleurs et les Vagues est un film de stratège, et chaque détail compte. Un chignon, un dé, le cadre d'une fenêtre. Suzuki fait monter la tension par étapes, sans coup de force, mais en ménageant de superbes effets de surprise. Comme à son habitude, Suzuki brosse deux très beaux personnages féminins. Manryu, une prostituée au grand cœur, et Oshige, l'épouse cachée de Kikuji. Le véritable enjeu du film, c'est ces deux femmes qui sauvent chacune à leur tour Kikuji, trahi par les siens. Les Fleurs et les Vagues est un film classique, au sens le plus noble du terme. Suzuki s'y révèle un admirable conteur et dépeint avec minutie le milieu ouvrier et les tripots des grandes villes. Petit à petit, le réalisme cède la place à la poésie, avec un duel final en studio, dans un décor enneigé digne des mélodrames de Griffith. Pour une fois, Suzuki ne cède pas au pessimisme, et la conclusion du film est aussi émouvante que surprenante. Ce n'est là qu'une des qualités de ce film à part, au raffinement absolu, dans lequel Suzuki parvient à rivaliser avec les grands maîtres de son époque. Seijun Suzuki tourne La Barrière de Chair en 1964, à l'époque où apparaissent sur les écrans japonais les premiers films érotiques destinés à un public averti. Mais Suzuki ne fait décidément rien comme les autres et préfère pervertir le genre. La Barrière de Chair compte parmi ses plus grandes réussites. Dans le Japon de l'immédiate après-guerre, une apprentie prostituée découvre le sexe et l'amour. L'action est située à une époque clé de l'histoire du Japon, marquée par l'humiliation de la défaite, la présence américaine et l'émergence d'une nouvelle criminalité. On retrouve au générique du film Joe Shishido, l'acteur fétiche de Suzuki, ici dans un registre plus nuancé qui annonce son personnage ambigu de la marque du tueur. Suzuki joue à merveille sur deux registres. Le premier est réaliste, avec sa peinture d'un quart-monde détruit par la pauvreté et la prostitution, où se croisent des GI désœuvrés, des filles paumées et des petits caïds lâches et cruels. À cette vision presque documentaire s'oppose un univers plus abstrait, où prédominent les couleurs criardes, une lumière théâtrale et un humour décalé. C'est l'autre monde, celui de la nuit, sans règles ni morale, où les personnages s'entredéchirent jusqu'à la folie et où la barrière de chair du titre est en permanence franchie. La barrière de chair résume toutes les contradictions du cinéma japonais, tiraillé entre la tradition classique et la modernité. Suzuki n'éprouve jamais le besoin de choisir entre le réalisme et la stylisation. C'est dans l'agencement de ces contraires que se cache la clé de son cinéma, dont La Barrière de Chair est un des plus brillants exemples. Suzuki, qui s'est toujours défendu de toute influence, a pourtant retenu les leçons de Luis Buñuel en imposant un surréalisme à visage humain qui lui vaudra autant de haine que d'admiration. Tourné en 1965, Histoire d'une prostituée est une œuvre à part dans la filmographie de Suzuki. Même si on peut le rapprocher par ses thèmes de La Barrière de Chair ou d'Élégie de la bagarre, ce film est le plus sombre et le plus pessimiste de son auteur. Inspiré d'un roman de Tajiro Tamura, auteur justement de La Barrière de Chair, Histoire d'une prostituée retrace le destin d'une femme rebelle, propulsée au cœur de la folie des hommes, la guerre.
Ici, le sanglant conflit qui opposa la Chine au Japon. L'héroïne, Harumi, doit faire son choix. Servir les appétits d'un officier cruel et injuste, ou s'abandonner dans les bras de son amant, un soldat insoumis. En dépit des apparences, Suzuki n'est pas un cinéaste macho. Les personnages féminins de ses films font preuve d'un sens de l'honneur et du courage, parfois supérieur à celui des yakuza ou des militaires. Harumi la prostituée s'inscrit dans cette tradition. Pour illustrer le caractère impétueux de son héroïne, une rebelle qui n'hésite pas à braver l'autorité et à semer le chaos autour d'elle, Suzuki utilise une mise en scène expressionniste. Le décor est déréalisé, l'image se tord, se déchire, explose parfois dans un déluge de plans d'une beauté souveraine. On pense aux films de guerre de Samuel Fuller, mais aussi aux œuvres de la nouvelle vague japonaise. Au lieu de dénoncer les horreurs de la guerre par le discours, Suzuki préfère la démonstration par l'absurde. La nuance est subtile. Son style n'a jamais été aussi pamphlétaire et certains des plans du film ont la force visionnaire d'un tract ou d'une caricature. Dans l'histoire d'une prostituée, la mise en scène n'est jamais décorative. Elle sert d'abord un propos politique dans ce qui demeure le film le plus engagé de Suzuki. Le réalisateur choisit clairement son camp, comme dans la scène magnifique de la grotte où Harumi rencontre un déserteur qui a rejoint la cause de l'ennemi. Harumi est l'héroïne la plus romantique, la plus lucide et la plus désenchantée de Suzuki. Histoire d'une prostituée est un des plus beaux portraits de femmes du cinéma japonais d'après-guerre, à jamais associé à cette image emblématique qui montre Harumi en train de courir au milieu des tranchées. Le lyrisme de Suzuki est nourri d'un désespoir qui irrigue chaque plan du film, d'une beauté singulière et unique dans l'œuvre du cinéaste. L'histoire d'une prostituée n'a pas la réputation de La Marque du tueur ou de La Jeunesse de la bête, mais il reste peut-être le plus beau film de son auteur. Sorti à Paris en 1994, La vie d'un tatoué est un des premiers films de Suzuki à avoir connu une exploitation commerciale en France et a contribué à établir la réputation de son auteur. D'une certaine manière, La vie d'un tatoué est un résumé de tous les registres de Suzuki. On y retrouve le réalisme des fleurs et des vagues et le délire visuel des films de gangsters contemporains comme Le Vagabond de Tokyo. Le récit est très simple. Dans le Japon des années 20, Tetsuo, membre d'un gang de yakuza, est obligé de prendre la fuite avec son frère cadet Kenji suite à un règlement de compte. Réfugiés au sein d'une communauté ouvrière, ils sont bientôt rattrapés par les membres du gang. Sur cette trame en apparence linéaire, Suzuki construit un de ses films les plus complexes, les plus denses, reposant sur l'opposition entre les deux frères, l'aîné, le gangster, et le cadet, l'artiste, double portrait du cinéaste lui-même, à la fois fasciné et dégoûté par le monde des yakuza. La vie d'un tatoué s'inscrit dans un genre très codé au Japon, le Ringyu Eiga, le film de gangster à costume. Mais quand on y regarde de plus près, le ton du film, son rythme, font beaucoup penser au western américain, en particulier au film de John Ford ou d'Anthony Mann. On retrouve des accents fordiens dans la description de la communauté minière ou dans la longue bagarre entre Tetsu et son employeur, digne de l'homme tranquille. L'utilisation des décors naturels, assez rare dans l'œuvre de Suzuki, évoque le style panthéiste des westerns d'Anthony Mann. La nature est le témoin impuissant de la violence des hommes, indifférent à sa beauté. La vie d'un tatoué est parfois très osée, notamment dans sa description des rapports entre hommes et femmes. Suzuki s'attarde sur la relation ambiguë entre le jeune Kenji et une femme plus âgée, une mère de substitution, mais aussi un objet de désir. Tetsuo, quant à lui, est obligé de dissimuler son passé. Il va jusqu'à réprimer une part de son identité masculine, son corps tatoué, pour conquérir le cœur d'une jeune femme. Suzuki ménage ainsi une tension de tous les instants, qui ne demande qu'à exploser, comme les sentiments mêlés de ses personnages. La violence éclate enfin, dans un hallucinant duel final, où la mise en scène se théâtralise, gommant tout effet de réel, au profit d'un déluge visuel sidérant. C'est le morceau de bravoure du film, une des scènes d'action les plus extraordinaires du cinéma japonais, et sans nul doute, une des sources d'inspiration de Kill Bill. Jugé sur pièce. Tourné en 1966, Le Vagabond de Tokyo est un des films les plus célèbres de Suzuki et un des premiers à avoir circulé en Occident. De ses premières images sépia jusqu'à son dénouement poétique, le film est sans conteste un des plus libres de son auteur, portant en lui toute la folie qui éclatera un an plus tard dans La Marque du tueur. Encore une fois, Suzuki raconte l'histoire d'un tueur solitaire campé par Tetsuya Watari. Guerre des gangs, double jeu, trahison et règlement de compte, aucun des ingrédients qui avaient déjà fait le succès des autres films de Suzuki ne manque ici à l'appel. Mais Le Vagabond de Tokyo est en réalité beaucoup plus abstrait que ses prédécesseurs. Et pour Suzuki, cette histoire policière n'est plus qu'une trame,
à partir de laquelle le film se déploie souverainement. Le Vagabond de Tokyo est peut-être le seul film de son auteur où le style est presque le sujet même de la mise en scène. Il faut le voir comme une œuvre expérimentale, un pari formel ahurissant. Pourtant, le film ne tombe jamais dans la froideur esthétique, car chez Suzuki, le style aiguise davantage les sens que l'intellect, ce qui ne surprend pas de la part d'un cinéaste aussi impudique et libertaire. Alors que beaucoup de films japonais de l'époque étaient caractérisés par une forme splendide mais très retenue, Suzuki donne ici l'impression de s'abandonner dans un plaisir de cinéma très charnel, presque sexuel, qui explique l'impact de son cinéma sur la jeune génération de l'époque. Chaque plan du Vagabond de Tokyo dégage ainsi une sensualité en contradiction totale avec la violence du sujet et du genre. Suzuki oublie toutes les règles narratives et joue sur les ellipses entre décors naturels et intérieurs sophistiqués, donnant presque le sentiment que les extérieurs ont été aussi tournés en studio. Cette stylisation absolue du monde confine au prodige, notamment dans des décors monochromes de toute beauté. Ce qui pourrait laisser à penser que Suzuki veut signer avec ce film un plaidoyer contre le réalisme. Mais en fait, Le Vagabond de Tokyo est le manifeste d'un cinéaste épris de liberté, quitte à en payer le prix comme son héros solitaire. Le Vagabond de Tokyo est peut-être moins noir que La Marque du Tueur, sans doute moins politique qu'Histoire d'une prostituée. Pourtant, si un film devait à lui seul résumer le génie de Suzuki, ce serait sans doute celui-là. Tourné un an avant La Marque du Tueur, dernier film de Suzuki pour la Nikkatsu, Élégie de la bagarre, malgré son sujet historique, est tout aussi extravagant. Suzuki continue de briser les règles que lui impose le studio et prend toujours autant de risques avec la censure. Pourtant, le sujet de Élégie de la bagarre est a priori plus conventionnel que ceux choisis d'ordinaire par le cinéaste. Le scénario est en effet signé Kaneto Shindo, représentant officiel du cinéma académique japonais. Mais à l'insu de Kaneto Shindo, Suzuki va réécrire presque intégralement le scénario pendant le tournage. Il va émailler cette évocation du Japon des années 30 d'épisodes ultra-violents et délirants. Le film suit le parcours d'un jeune étudiant, Kiroku, tiraillé entre son sens du devoir et son attirance pour la belle Michiko, une jeune fille rangée. Élégie de la bagarre décrit donc sans hypocrisie les travers d'une société entièrement fondée sur l'abolition de l'individu. Il montre une jeunesse à qui l'on impose l'obéissance aveugle à des codes dépassés et à une conception du monde bientôt bafouée par la réalité de l'histoire. Encore une fois, Suzuki opte pour un style hétérogène qui traduit à merveille la confusion du personnage principal. Pourtant, Suzuki apporte au départ un soin tout particulier à la reconstitution historique. Mais très vite, dès les premières séquences, le ton est à la satire et le montage souvent brusque illustre un monde qui se dérobe sous nos yeux. Parfois, la rupture se fait à l'intérieur même des plans, que Suzuki n'hésite pas à tordre, voire à couper en deux. Pour Suzuki, le style n'est pas simplement décoratif. Il permet de décrire visuellement le tourment du personnage principal. La violence est ici dépeinte comme un échappatoire grotesque et ridicule qui permet aux jeunes lycéens de canaliser leurs désirs sexuels. Ces bagarres sanglantes ne sont qu'une répétition générale des horreurs de la guerre. Peu à peu, les étudiants se livrent à de véritables batailles rangées, dont Suzuki souligne à la fois l'ampleur et la dérision. La musique martiale, les cris de fureur des combattants sont tournés en ridicule par le réalisateur. Élégie de la bagarre évoque des pages noires de l'histoire du Japon, en particulier le coup d'état fasciste manqué de 1936, auquel les dernières séquences du film font clairement allusion. Suzuki décrit une génération en crise, abandonnée par la société et séduite par les idées les plus nocives. Un des films préférés de son auteur, Élégie de la bagarre prouve que Suzuki fut aussi un cinéaste engagé, critique et dénonciateur. Quand il réalise en 1967 La Marque du Tueur, Seijun Suzuki est en conflit ouvert avec les dirigeants de la Nikkatsu, pour laquelle il travaille depuis presque 10 ans. On lui reproche son style baroque et son goût de la provocation, qui ne conviennent plus du tout aux exigences mercantiles des studios. La Marque du Tueur, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre incontestable de son auteur, est le dernier geste désespéré d'un cinéaste acculé par le système. C'est en partie à cause de son terrible échec commercial que le film va acquérir avec le temps son statut d'œuvre culte.
Il est impossible de résumer en quelques phrases l'intrigue délirante de La Marque du tueur. On y voit un tueur professionnel, l'agent numéro 3, pris dans un complot qui se ramifie tout autour de lui. C'est encore une fois Joe Shishido qui interprète le rôle masculin principal. Il traverse le film avec une élégance distanciée, lançant des clins d'œil aux Sean Connery des premiers James Bond. De tous les films de Suzuki, La Marque du tueur est peut-être le plus stylisé, le plus fou. Sa narration détraquée, ses personnages décalés, ont inspiré plus d'un cinéaste, en particulier Jim Jarmusch, qui n'a jamais caché l'influence du film sur son Ghost Dog. Dans La Marque du tueur, Suzuki choisit de montrer un monde totalement déréalisé, fait d'espaces vides et d'appartements déserts. Son goût de l'ellipse est ici encore plus radical. Le film n'obéit à aucune règle dramatique, ni même au canon du film policier. C'est une machine qui fonctionne comme une série d'associations libres, où chaque image en entraîne une autre, dans une pure logique formelle. Si le film séduit autant, c'est aussi parce qu'il est un condensé de toute une esthétique pop qui reviendra à la mode dans les années 90. La musique jazzy, la décoration intérieure de l'appartement de l'agent numéro 3, le stylisme du film ont inspiré nombre de clips et de publicités. Pur objet de cinéma, conçu entièrement pour le seul plaisir des yeux et des oreilles, La Marque du tueur est un kaléidoscope monochrome, un cadavre exquis unique dans le cinéma japonais. Un film en forme de provocation suicidaire qui fera de Seijun Suzuki un paria, mais aussi un héros pour toute une génération de cinéastes.